à tous et merci à tous nos adhérents d'être présents ce soir pour ce live. Alors, n'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions dans la discussion et on veillera à vous répondre au mieux. Alors, pour ce live qui annonce le début de l'été, nous partirons sur un format d'1 heure pour ce soir. Alors, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Romuald et Philippe qui vont nous parler de leur jeu récemment sorti, Synchronicité. La partie a déjà commencé dans le futur. Alors, Romuald est chercheur indépendant ethnobotanique. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés au lien entre la science et les savoirs issus des traditions primordiales. Il a créé un protocole qui ouvre la voie aux synchronicités. Philippe est un artiste polycréatif, concepteur de jeux, auteur et compositeur. Il est le créateur, entre autres, du jeu de société multiprimé Avalam. Alors, Carl Jung définit la synchronicité telle qu'elle, je cite, « Il s'agit de l'apparition simultanée d'événements qui semblent être étroitement liés mais qui n'ont aucun lien de causalité visible. » Romuald, Philippe, qu'en pensez-vous? C'est une très bonne définition. Déjà, bonsoir à toutes Bonsoir, Romuald. et à tous. C'est super de se retrouver avec ce temps caniculaire, voilà, en mode été pour ce live sur le jeu Synchronicity. Alors oui, Jung, il avait raison sur ce point. Alors après, Jung et toute l'école jungienne, ils définissent la synchronicité comme un principe acausal. Or, nos recherches tendent plutôt à prouver qu'il y a un lien de causalité. Ce lien de causalité, il vient du futur, il vient de nous-mêmes du futur et d'un plus grand que nous dans le futur qui est notre soi et qui, lui, est dans une intemporalité. Mais Carl Jung avait pressenti aussi, parce qu'il avait déjà pensé qu'il y avait un fameux mécanisme de rétrocausalité dans le rêve de sa patiente qu'elle avait fait avec le scarabée. Et c'est d'ailleurs ce moment fondateur qui a créé le concept aussi de synchronicité. Mais Philippe a une très belle définition aussi, je trouve. Il va nous la dire. Merci et bonsoir à tout le monde. Bonsoir Romuald, ça me fait plaisir de te retrouver. Alors, ce que moi, en tant qu'artiste, donc je ne suis pas scientifique, j'essaye toujours de synthétiser. Et mon idée, c'était de dire que la synchronicité, c'est une coïncidence en conscience. Voilà, c'est-à-dire que c'est une coïncidence parce qu'au départ, on est toujours surpris. C'est la différence, on a un pote on pense à un ami, il nous appelle, c'est une coïncidence. Si on y rajoute une attention, s'il y a quelque chose qui semble nous amener, nous attirer vers un futur, c'est l'inverse, évidemment, c'est le futur qui nous appelle, il y a de la conscience qui se rajoute dessus. Pas le mental, de la conscience. Belle définition, en effet. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. D'ailleurs, je vais montrer le... Voilà, on parle bien de ça. Hein. Je ne sais pas si tout le monde le voit bien. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce jeu? En quoi cela consiste, tout simplement? Il faut revenir un petit peu sur l'historique de l'existence de ce jeu. Au départ, c'est un protocole, mon protocole de création volontaire de synchronicité que j'ai donc créé en 2013. Ça va bientôt faire 10 ans, avec la première synchronicité notamment, je veux dire, pardon, le 10 janvier 2013, première création de synchronicité volontaire. Pour moi, c'est une date historique parce qu'effectivement, c'est un processus maintenant qu'on a moultement expérimenté dans des ateliers avec d'autres chercheurs et puis maintenant qu'on peut expérimenter de façon ludique avec le jeu. Et au départ, moi, j'ai décrit ce protocole dans l'ouvrage coécrit avec Jocelyn Morisson, Se souvenir du futur. Mais des fois, on me demandait, mais pourquoi vous ne faites pas un oracle, justement, reprenant ce fameux pack d'une trentaine d'images d'animaux et d'une trentaine d'images de symboles. Et moi, je me disais que c'était bien aussi, peut-être par paresse d'ailleurs, que les gens le fassent eux-mêmes et peut-être pas d'en faire un jeu. Et c'est la rencontre véritablement avec Philippe qui a changé la donne parce que Philippe est revenu vers moi plusieurs fois au sujet de créer un jeu, pas uniquement mon protocole, mais de créer vraiment une dynamique de jeu autour du protocole. Et je ne voyais d'ailleurs pas comment c'était possible. Et c'est là où il a fait vraiment un coup de génie. Et j'ai hésité. Et puis quand il m'a envoyé son jeu à Valam, j'ai vu la créativité du personnage de ce monsieur et je me suis dit, OK, on peut vraiment y aller. Et lui va avoir sa version aussi pour vous expliquer comment il est venu vers moi. C'est vraiment par le biais des synchronicités. Mais j'ai donc presque 10 ans, je suis resté sans vouloir matérialiser ce protocole. Et c'est donc la rencontre avec Philippe qui a donné naissance au jeu Synchronicity.
Alors Philippe, du coup, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur la rencontre avec Romuald? Ouais, mais alors ça va être une déclaration d'amour, c'est pas bien, je sais pas si. Mais si, au Non, contraire, tout est amour, ça nous va très bien. non, ce qui est dingue, c'est que notre rencontre, c'est une synchronicité. Donc à partir de ce moment-là, Hmm, pour moi, tout était possible. ok. Alors à partir de ce moment-là, tout était possible. Non, je ne le savais pas. C'est à nouveau, à reculons. Tu as présenté le coffret aujourd'hui. Si on regarde ce coffret et qu'on revient vers le passé, moi je vais raconter l'historique depuis le début, qui est improbable. Mais si on le tisse depuis ce moment aujourd'hui, qui était donc le futur, on se dit, ben oui, c'était évident. Hmm, Et c'est ça qui est en fait. Alors, s'il y a un coup de génie, déjà, j'y crois pas, mais s'il y a un coup de génie, c'est parce qu'il y a un terreau fertile. C'est le gars qui vient de parler, c'est Romuald. Son protocole, il est génial. À partir de là, voilà, c'est tout. Moi, je ne sers pas à grand-chose. Ce qui est amusant, c'est que je suis en vacances chez ma belle famille et j'écris un bouquin à ce moment-là. J'aime bien écrire, ça fait aussi partie des activités que j'aime bien faire. Et le titre de ce bouquin, c'est Romuald, sans le D. Parce que Romuald, c'est l'anagramme de l'amour. Et donc, j'écris sur un personnage qui s'appelle Romuald. Bon, ok, jusque-là, ça va. Il y a mon beau-père par alliance qui débarque et qui m'amène un papier photocopié. Il a rarement des attentions à mon égard, donc pour moi, c'est surprenant. Et il vient avec un papier où il me fait une photocopie du bouquin Se souvenir du futur, Jocelyn Morisson, Romuald Le Terrier. Et il me dit, ça va t'intéresser. Et là, c'est une coïncidence. Moi, j'écris un bouquin sur Romuald. Alors déjà, des Romuald, encore, je ne sais pas, ça serait Jean, Pierre, Paul. Bon, Romuald, il n'y en a pas des masses, quoi. Donc là, je souris. Je souris, ça peut s'arrêter là, l'histoire peut s'arrêter là. Et c'est hmm. là où je me dis, je gratte, je gratte tout, il y a un petit truc derrière. Donc je rentre en Belgique, j'achète le bouquin de Romuald et de Jocelyn, j'adore le bouquin, je reconnais, je ne comprends pas tout, honnêtement. Mais bon, je fais semblant de tout comprendre. En tout cas, j'adore le sujet. J'aime comment c'est écrit, comment Romuald s'exprime. J'aime les anecdotes. Et je me dis, ben, je vais contacter le bonhomme. Je vais tenter de rentrer en contact avec lui. Et je rentre en contact avec lui par Messenger. Là, je ne vais pas le raconter, mais c'est une synchronicité dingue qui se passe pour le contacter. Et derrière, on échange. Et puis voilà. Et puis, je lui envoie une chanson que je fais. Voilà, on échange un peu en pote, quoi, simplement. Et, et là, c'est amusant parce que, en toute amitié, sans aucune arrière-pensée, je lui envoie mon jeu précédemment réalisé qui s'appelle Avalam. Je lui envoie, je lui demande son adresse, je lui envoie, il joue au jeu et puis on commence à discuter sur le jeu, on commence à discuter sur la probabilité de créer un coffret ou un jeu sur les synchronicités. Et quand Romuald me dit est-ce que tu penses que c'est possible, je dis oui, parce que je suis un grand naïf, mais en fait, c'est pas possible. On ne joue pas aux synchronicités, ce sont les synchronicités qui jouent avec nous. Donc, le temps passe, c'est vrai que je le relance, et Romuald, ben, voilà, il va qu'à ses occupations. Moi, de temps en temps, je dis, tiens, on ne ferait pas une vision, on ne ferait pas un truc. Jusqu'au jour où c'est lui qui me provoque, il me laisse un message un jeudi matin, je ne peux pas oublier, hein, c'est comme une date d'accouchement. Donc, un jeudi matin, j'ai un message. Voilà, écoute, je vais manger avec mon éditeur, il faut que tu me prépares un truc, montre-moi tout ce que tu as fait. OK. Et le lundi, tout émerge. Je commence à dessiner comme un fou, je suis chez une amie, là, c'est pas moi qui pense ça, mais voilà, je trace des trucs et je lui présente un PDF qu'il va présenter à Guy Trédaniel, l'éditeur, qui va directement accepter et le coffret arrive. Donc si on regarde à l'envers, mais ce coffret, il nous appelait en fait. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce que Romuald, moi qui parle chez la belle famille, le truc, c'est dingue. Et j'ai tenté, à partir du protocole de Romuald, mais d'élaborer quelque chose qui nous permette de jouer ensemble. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, ça c'est Romuald et les internautes et les gens qui ont acheté et qui vont dire si c'est OK, quoi. Romuald, tu veux peut-être ajouter quelque chose sur tout ça, sur la genèse? Oui, alors sur la genèse, on a quand même aussi après beaucoup échangé hein, avec, bien sûr, avec Philippe. On a eu une relation intense de travail parce qu'il fallait quand même pouvoir essayer de donner un petit peu un axe et une logique, même aussi à la dynamique du jeu, hors de mon protocole sur lequel on viendra après. On a décidé en fait de partir aussi des savoirs natifs, c'est-à-dire des ethno-savoirs, et de voir ce que ces peuplades pratiquaient et que nous ne pratiquons plus, pour justement pouvoir l'inclure
dans le jeu. On est parti surtout une idée centrale, c'était par exemple de travailler sur différentes modalités de conscience dans le jeu, la veille, le sommeil avec les rêves, mais aussi les souvenirs, un travail sur la mémoire. Donc on a fait ce que font certaines tribus et qu'on ne fait plus aujourd'hui, c'est par exemple collectivement, amener les gens collectivement dans le jeu à partager des souvenirs, à partager des rêves qui ont pu être faits la nuit d'avant, collectivement, et souvent on s'aperçoit qu'il y a des liens entre ces rêves. Donc, il y a des tribus qui faisaient ça et qui, tous les matins, racontent leurs rêves collectivement. Et il y a d'ailleurs des imbrications entre les gens qui sont ici et les rêves qu'ils font la nuit. Donc, ça permet déjà de faire dégager un certain niveau de conscience collective, en fait, à travers la pratique du jeu. Et puis, on a repris un concept qui est un concept africain, qui est l'Ubuntu, qui est un concept qui a d'ailleurs fait le sujet d'une très belle exposition au Palais de Tokyo. Et on a repris ce concept, c'est-à-dire de se dire, voilà, je suis parce qu'on est, en fait, parce qu'on est au pluriel. Donc, la mécanique du jeu nous montre comment on est, en fait, interrelié à certains niveaux de conscience. C'était vraiment l'enjeu du jeu, au-delà de mon protocole. Et donc, c'est pour ça que Philippe a écrit un livre, hein, c'est carrément un livre qu'il y a dans le jeu, il fait 200 pages, avec tout un ensemble d'anecdotes, avec une écriture très poétique, avec de l'humour aussi, c'était important, parce que l'humour fait partie de la pensée chamanique, pour développer en fait quelque chose qui soit complètement ludique. Oui, si je peux me permettre, si ce livre a existé et existe, c'est parce qu'au départ, on avait évoqué, Romuald et moi, le projet d'un plateau avec des pions qui avancent, c'est-à-dire chacun des joueurs pouvant avoir un avatar qui avance, comme si on avance dans la vie, comme si on tourne face à notre avenir. Et comme le plateau n'était pas possible, j'ai transposé ce plateau. Toutes les cases du plateau sont devenues en fait des pages d'un livre. Donc on avance. Il y a des cartes qui nous permettent de tirer des numéros et qui renvoient au livre comme si on avançait dans la vie au hasard, entre guillemets, c'est-à-dire d'un tirage, pour venir, en effet, comme dit très bien Romuald, se retrouver avec des histoires où il y a des synchronicités cachées, où il y a des exercices à faire, puisqu'au départ, évidemment, je le répète, chacun des joueurs va tirer les cartes depuis le protocole de Romuald, une carte animaux et une carte objet ou symbole. Voilà, merci Romuald. Et donc après, on va naviguer dans le bouquin pour faire les exercices. Alors, si je peux me permettre de rajouter un truc aussi qui est aussi le fondement du jeu, c'est que en fait, il y a un effet dans le jeu, c'est ce qu'on peut comparer au film Jumanji, c'est-à-dire qu'il y a un effet Jumanji dans le sens où le plateau du jeu, ça devient la réalité en fait. C'est-à-dire que les gens jouent, tirent des cartes, et puis ensuite, il y a la manifestation des synchronicités dans la réalité. Et ça, c'est complètement inspiré de mon protocole au départ, parce que quand j'ai créé ce protocole en 2013, l'idée, c'était de pouvoir montrer aux gens qu'ils étaient capables de créer des synchronicités à partir d'éléments sélectionnés de façon aléatoire. Alors, pourquoi des animaux et pourquoi des symboles? Le protocole, il est né, en fait, de par une rencontre avec un chaman en Amazonie qui s'appelait Don Ernesto en 2006 et 2007. Et c'est lui qui m'a dit, en fait, nous sommes, même si nous sommes des modernes, nous les Occidentaux, notre histoire de moderne, elle est minuscule par rapport à la dimension gigantesque de notre histoire, en fait, de chasseurs-cueilleurs. Et cette mémoire, en fait, elle est juste en dessous de la surface de notre conscience. Donc, on est en gros pré-câblé à détecter de façon spontanée et instinctive dans la nature des animaux. Et pourquoi j'ai pris également des symboles? Parce que les symboles, c'est un petit peu la matière de la réalité, hein, au regard de ce qu'on connaît de la psychologie jungienne. Donc, c'est pour ça qu'il y a un choix volontaire d'avoir pris ces deux éléments à sélectionner au hasard. Puis, quand vous avez les synchronicités qui se manifestent dans la réalité, bah, vous avez surtout ce moment de joie, de félicité, de vous dire « Waouh, l'univers me répond ». Voilà. C'est ça l'enjeu de ce jeu, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais en fait, c'est l'univers et ce n'est pas l'univers qui vous répond. C'est l'univers, bien sûr, mais ça vous ferait comprendre qu'il y a une disparition en fait, du sujet et de l'objet à travers ces expériences. Il y a vraiment ça rejoint aussi les philosophies, le l'Advaita Vedanta, de se dire qu'en fait, notre conscience est l'expérience globale. Et dans cette expérience globale, il y a nous, bien sûr, mais il y a aussi la réalité complète qui est englobée dans cette expérience. Donc, c'est formidable de créer ces synchronicités parce que ça abolit en fait la séparation entre l'intérieur, l'extérieur, le sujet, l'objet.
le moi et la réalité dite physique objective qui est censée avoir sa propre autonomie, en fait. Alors, sans rentrer forcément dans le détail du jeu, enfin, après, c'est vous qui allez plutôt en décider, sans spoiler, entre guillemets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu dans les grandes lignes, comment ça, concrètement, comment ça fonctionne? Je veux dire, quand on ouvre quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on fait? On a le livre, on a les cartes. Comment ça va être quoi être les premières étapes, tout simplement? Toi, Romuald ou moi? Je pense que c'est plus simple. La partie du jeu, la mécanique, c'est plutôt toi, mon cher ami. D'accord. Alors, comme tu le dis, on ouvre le coffret et là, on se retrouve avec le livre qu'on retire, comme je dis, et 3 paquets de cartes. Les 2 paquets de cartes dont vient de parler Romuald, donc avec les archétypes, les symboles et les animaux. Si jamais tu les as devant toi, tu peux montrer 1 ou 2 exemples parce que ce sera amusant de voir comment ils ont été créés et comment ces sujets ont été créés. Et ensuite, c'est le livre déjà. Voilà, ça c'est le bouquin qui s'appelle Émergence, puisque inévitablement, pour moi et pour Romuald aussi, très probablement, ces synchronicités, elles émergent, elles viennent devant nous d'une façon un peu magique. Donc 2 paquets de cartes qui représentent les animaux et les archétypes. J'essaye de... alors là, on a un écureuil qui est un animal, et de l'autre côté, c'est le 3e paquet de cartes dont je voulais parler, qui est le paquet de cartes émergence, où il y a des numéros. Et sans quoi, il y a un autre paquet de cartes avec des archétypes, des symboles. Donc la première carte qui a été tirée, c'est un écureuil. Faut que je retrie. Et ensuite, c'est pas grave. De toute façon, même rien qu'en montrant l'écureuil, c'est intéressant de montrer cet écureuil, parce que voilà, et là on a le Graal. Mais cet écureuil, ça a été vraiment une recherche entre Romuald et moi. Est-ce qu'on fait une simple vignette avec une figure d'écureuil, quelque chose de figuratif, ou est-ce que quelque part il doit y avoir, voilà, comme le serpent ou la couronne, est-ce qu'il doit y avoir quelque chose d'évanescent, puisque ces synchronicités, elles sont en route, elles sont en cours. Et donc, pour moi, elle ne devait pas exister sous forme figurative. Et Romuald s'est joint à moi et on a commencé à travailler là-dessus pour dessiner, voilà, un hérisson qui semble être électrisé. Puis les images sont très belles. Hein, ça, voilà. Et le sanglier aussi, qui est la première carte qui a été validée par Romuald, le sanglier. Voilà. Ah. On a dessiné ce sanglier, puis à un moment donné, j'ai décidé de lui donner cet aspect complètement... je ne vais pas dire biscornu, mais comme s'il arrivait un peu évanescent. Et puis Romuald m'a dit, bingo, on part là-dessus. Et les cartes ont été réalisées. Donc on ouvre le coffret, on a le bouquin, on a 3 paquets de cartes, animaux, symboles, et un 3e paquet de cartes avec des numéros. Et on joue sur 4 niveaux. Le premier niveau, eh bien, on peut jouer tout seul avec le protocole de Romuald, comme il l'a expliqué. On fait un tirage, on tire une carte animale, on tire une carte symbole, on pose une intention, on pose une question et une date, un timing, et ça Romuald l'expliquera pour son protocole, et puis les synchronicités peuvent arriver. Mais lorsqu'on joue avec le coffret, on peut jouer à plusieurs, et c'est là où c'est amusant. On va reprendre le protocole de Romuald, on va prendre 2 cartes, on va les cacher, ce sont nos cartes, chaque participant va faire son tirage, et ensuite, il va y avoir l'Ubuntu. L'Ubuntu, comme le disait Romuald, c'est le joueur, celui à qui c'est le tour de jouer. Il va tirer une carte parmi les cartes qui ont des numéros, et c'est le joueur qui suit qui va choisir pour l'Ubuntu un numéro. Pourquoi le joueur qui suit? Parce que c'est le hasard. Il y a toujours cette notion de hasard. Donc le joueur qui suit va choisir sur les 4 numéros un numéro pour le joueur qui joue, pour l'Ubuntu, et ce numéro va renvoyer au livre. Je ne sais pas si éventuellement tu peux faire feuilleter le livre et montrer les numéros, les noms. Voilà. Là, on voit très bien que donc, voilà, si c'est le numéro 24, le numéro 23, et là, il y a des jeux, des exercices, des choses qu'on peut faire, qu'on peut lire. Et dans les textes déjà, il y a les animaux, il y a les symboles qui sont cachés. Donc on va pouvoir être, comme disait Jean-Claude Van Damme, aware, et tout d'un coup se sentir connecté au texte. Ou alors, comme le disait aussi Romuald, c'était le projet, raconter les rêves, raconter des projets aussi. Il y a des exercices physiques, marcher à reculons pour partir d'un projet et rejoindre la table. Il y a des trucs un peu fous. Et ça devrait, apparemment ça marche puisque Romuald a eu des retours, permettre aux synchronicités d'arriver. Alors attention, il n'y a pas de gagnant, c'est hyper important, pas de mental. C'est un atelier. Moi je dis que c'est un parc
d'attraction, dans le sens réel du terme. On attire les choses, parc d'attraction. Voilà, 4 niveaux. Le tout pour 29,90 €, franchement. Parfait. Alors, Romuald, justement, est-ce que, donc, voilà, c'est vrai que je tiens à dire que les cartes sont vraiment très, très belles, hein. C'est vrai qu'à l'écran, je ne sais pas si on voit très, très bien, mais le graphisme est magnifique. Donc, déjà, bravo pour ça. Romuald, est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur le protocole, essayer de bien détailler, qu'on comprenne bien justement le lien avec le jeu? Alors, le protocole, si tu veux, lui, il est fait pour créer cette interface entre la conscience et la réalité physique et de montrer qu'il y a une interaction. Hein, donc, quand on crée ces synchronicités, en fait, moi, ce que je dis aux gens, c'est souvent de sélectionner les deux cartes qu'on a pris aléatoires, un symbole et un animal, et puis ensuite, on va mettre un timing pour voir apparaître dans la réalité cette synchronicité. Ça peut être des synchronicités qui fusionnent, c'est-à-dire à un moment, on retrouve les deux éléments qui vont fusionner en un de façon complètement improbable. On a eu le cas, sur mon mur, il y a pas mal d'exemples, vous pourrez aller le voir sur mon mur Facebook. Mais ces jours-ci, par exemple, il y a eu des cas assez incroyables. Il y a quelqu'un qui a tiré la carte de l'hippocampe et la carte des alliances. Et elle s'est dit, mais comment sous 24 heures, à un moment, je vais avoir une synchronicité avec ça? C'est complètement improbable. Sauf que le lendemain, on lui a offert en fait un bouchon pour mettre sur les bouteilles en forme d'hippocampe. Et en fait, il y avait deux anneaux, deux alliances qui étaient aussi sur le support du bouchon. Quelle est la probabilité qu'un événement comme ça se produise, puisqu'on lui a offert un cadeau, donc c'est aussi le hasard quand on offre un cadeau, je dirais que plus c'est improbable et plus ça manifeste ce pouvoir de synchronicité, ce pouvoir d'interaction entre la conscience et la réalité. Alors comment ça se passe? Ça reste très mystérieux parce qu'en fait on se rend compte que ce bouchon, il a été créé par un artiste il y a très longtemps, et pourquoi il se retrouve à ce moment-là dans les mains de cette personne? On a vraiment le sentiment, et ce qu'on a découvert nous, en tant que chercheurs, c'est que les synchronicités viennent imprimer dans l'étoffe de la réalité en fait des événements, des micro-événements qui viennent en fait comme ça s'insérer dans la structure du réel. Parce que justement, il y a cette interaction entre la conscience et la réalité. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est quand même étrange parce que c'est en fait les principes de l'idéalisme, de se dire, bah oui, mais la réalité physique, si je vais mettre un coup de pied dans le tas de bois qui est en face chez moi, c'est dur, hein, c'est pas de la conscience, c'est pas de la psyché. Certes, mais quand vous êtes dans le rêve, instinctivement, vous êtes toujours dans votre moi, vous vous identifiez à votre moi de rêve. C'est-à-dire que quand vous faites un rêve, vous avez la possibilité de savoir que vous êtes en train de faire un rêve, ou quand vous vous en souvenez, vous dites, tiens, j'ai rêvé de ça, j'étais en train de me balader dans une rue ou dans une forêt. Mais jamais il ne vous vient à l'esprit de vous dire que cette forêt ou cette rue dans le rêve était pourtant déjà une création de votre esprit. Bah oui, c'est déjà une création de votre propre psyché. Donc, c'est pareil pour la réalité, sauf que cette réalité, elle est co-construite de façon collective. Alors pourquoi créer des synchronicités, vous allez me dire? Parce que plus on s'entraînera à être conscient de ce pouvoir de co-création et d'interface avec le réel, et plus on aura la possibilité de changer ce monde. Et au-delà de rentrer dans des grands combats politiques ou autres pour changer le monde dans lequel on vit, moi j'aurais envie de dire, c'est bien de jouer en fait. Et j'aurais même un concept pour ça s'appelle la résistance ludique. C'est-à-dire qu'en jouant, l'idée c'est d'amener un collectif de plus en plus important de personnes à arriver à ce qu'on appelle un point de bascule, un point où de plus en plus de monde pratiquant ces outils vont permettre cette espèce de point de basculement dans la conscience collective où, à un moment, voilà, c'est un peu la théorie du centième singe qui avait été décrit par les champs morphogénétiques de Sheldrake. C'est-à-dire qu'à un moment, plus les gens vont pratiquer, il va y avoir ensuite un comportement, je pense, inné de gens qui vont se rendre compte qu'ils ont cette capacité et donc qui co-créent la réalité. Et c'est super important ça, parce que si aujourd'hui on veut changer le monde dans lequel on vit, qui est un monde un peu pénible avec cette crise multifactorielle qu'on vit maintenant depuis plusieurs années, je pense que la résistance ludique est importante parce qu'elle met tout le monde sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de compétition. Il peut y avoir des mauvais perdants quand on joue, mais au-delà de ça, on joue, quoi. Et le jeu, ça fait de mal à personne, voilà. Et ça rallie, et ça unifie les gens, en fait, le jeu, voilà. Alors, j'ai une question de Christophe dans le public. Donc, merci Christophe pour la question. Donc, bonsoir, excellent jeu déjà. Très beau. Toutefois, je me questionne si nous avons le droit de jouer avec notre futur ou un phénomène, ce pouvoir mystérieux qui nous dépasse.
Bah, justement, je pense qu'on a toujours des peurs, des restrictions, mais l'homme, en fait, quand on essaye l'être humain en général, hein, quand on lui donne la possibilité euh, de prendre en conscience qu'il a un pouvoir de co-création et de pouvoir justement agir sur son futur, il y a souvent une peur, un déni, ou même des gens qui disent mais moi je préfère pas savoir l'avenir. Oui, mais ça peut avoir quand même aussi de nombreux intérêts. Donc à un moment, on ne peut pas vraiment se couper d'une capacité au final qui est utilisée par d'autres ethnies, par d'autres peuples dans les jungles que j'ai pu côtoyer. C'est dommage de se priver de ça parce qu'on est tous câblés pareil et en plus nos ancêtres ont pratiqué ça. Créer une synchronicité, c'est de la vraie magie quand vous allez avoir des interactions comme ça avec la réalité physique et votre conscience, c'est ça la magie. La vraie magie, c'est ça. Donc, donc c'est dommage de s'en priver. Voilà ma réponse par rapport à ça. Le futur est tout aussi important que le présent et le passé. Et c'est dommage de ne pas l'investiguer parce qu'on se prive de ressources qui sont super importantes de soi-même, en fait, et aussi du soi. Parce que quand on est dans une période de sa vie où on n'est pas super bien et tout ça, être aidé par soi-même lorsque cette personne ira mieux, c'est quand même un atout qui est quand même important, vraiment, quoi. Si je peux me permettre, mais ça peut peut-être être un peu bateau, mais mon point de vue par rapport à ça, puisque justement, je pense que tout le temps, nous jouons avec l'avenir. Quand on projette simplement des vacances, on joue avec l'avenir. Donc, on ne peut pas dire à un moment donné qu'on peut avoir peur, puisqu'on planifie, on avance vers. L'idée ici, ce n'est pas de contrôler l'avenir, c'est de laisser l'avenir nous, nous éblouir. C'est ça qui est important. Ce n'est pas une question de mettre un grand chapeau, un truc, et de dire maintenant je deviens un mage et je vais, avec une baguette magique, contrôler l'avenir. Pas du tout. C'est je regarde ce que l'avenir est en train de me dire et m'appelle et j'y vais en toute confiance, avec le cœur, pas avec le mental. Ça, c'est mon point de vue. Oui, c'est juste. Alors, non, vas-y, Romuald, pardon. Non, non, je dis c'est très juste, c'est une très belle définition. C'est vrai que moi, je suis plus mental parce que je suis un scientifique et j'essaye d'expliquer les tenants et les aboutissants de ma démarche. Mais c'est vrai que Philippe, qui lui est plus dans la partie ludique, poétique, dit les choses très bien. C'est exactement ça, en fait, bien sûr. Alors, le jeu pardon, ne se joue pas forcément à plusieurs. Ça dépend. On peut le jouer à Ça plusieurs. dépend si on a des amis. Ça dépend si on a des Non, amis, c'est ça qu'il a dit. Oui, c'est ça. c'est une bonne réponse, c'est vrai. Non, mais Donc moi, je on joue peut jouer au seul, par jeu exemple. seul, on peut jouer à deux, trois. Enfin, y a pas, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a vraiment des limites de participants Mais Romuald a une belle anecdote qui vient de se dérouler. Donc, Oui, ben moi j'ai travaillé avec des personnes le week-end dernier puisque j'avais un séminaire à la source et en fait il y a une des participantes qui m'a dit qu'ils avaient déjà joué à 7 personnes et qu'à 7 personnes la dynamique était juste incroyable d'interrelation entre les gens, de ce qui émerge en fait de liens quasiment invisibles au départ entre les participants, puis bien sûr de nombreuses synchronicités qui sont projetées en fait dans la matrice du réel en fait. Alors, du coup, quand on joue, il y a certainement une différence quand on joue seul ou à plusieurs. Est-ce que quand on joue seul, quand on joue à plusieurs, par exemple, il y a vraiment un lien aussi dans cette synchronicité entre les participants dans les jours qui viennent? Est-ce que ma question est claire, hein? Oui, c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça dans mes ateliers, voir la synchronicité du voisin. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on est dans quelque chose de collectif, qu'on va faire des tirages collectivement et qu'on voit aussi ce que l'autre a tiré, on a ce pouvoir collectif de renforcer les synchronicités des autres. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de résonance. Bien souvent d'ailleurs, quand vous avez, moi je vais prendre le cas de ma sœur à qui j'ai offert le jeu, qui est quelqu'un de plutôt terre à terre. Bon, ben, on a perdu nos parents cette année, en l'espace d'un an, on a perdu nos 2 parents de façon assez dramatique. Et bon, moi j'ai mes systèmes de croyances, bien sûr, j'ai fait beaucoup de travail sur l'au-delà et toutes ces recherches, donc j'ai mes convictions. Ma sœur avait besoin aussi, elle, de plus peut-être de soutien. Voilà. Et donc, elle a utilisé mon jeu, en fait, pour poser des questions, notamment à ma mère décédée. Et elle a eu des synchronicités assez fortes, assez étranges, parce qu'elle ne croit pas du tout à ça. C'est quelqu'un de très terre à terre, ma sœur. Et donc, elle me dit, voilà, moi, j'ai tiré une carte de l'écureuil, elle n'en a tiré qu'une, et j'ai demandé un signe, elle me dit, de maman. Et elle arrive à son travail, elle travaille en maison de justice et dans un milieu donc très intellectuel, machin, tout ça et tout, très protocolaire. Et là, sa collègue arrive, elle lui dit, tiens, c'est marrant, avec Jean-Pierre, on a juste eu le temps de piler tout à l'heure, on a failli écraser un écureuil.
Donc, ma sœur, elle m'appelle, elle me dit, est-ce que tu crois que c'est ma synchronicité? Ça m'a quand même choqué. Puis je lui dis, si ça t'a surpris, oui, ça peut être effectivement ta synchronicité. Mais 2 heures après, en se baladant sur son Facebook, elle tombe sur une image, en fait, qui s'est retrouvée sur son fil d'actualité, d'une maman écureuil tenant un petit écureuil dans ses mains où c'était marqué l'amour d'une maman. Là, par contre, elle a tilté. Là, elle me dit, j'ai eu des frissons partout, j'ai eu l'émotion qui est montée, j'ai tout de suite compris. Et en repartant de son travail, elle est passée dans une zone qui n'était pas du tout une zone boisée, donc en zone urbaine. Elle a juste eu le temps de piler, elle aussi. Il y avait un écureuil au milieu de la route, juste devant sa voiture, quoi. Donc, il y a des phénomènes de résonance comme ça. Quand la synchronicité se produit, moi, il y a ce que j'appelle la tectonique de l'espace-temps qui se produit à ce moment-là. C'est-à-dire que comme un tremblement de terre, il y a une sorte il y a comme des répliques symboliques comme ça du phénomène dans plusieurs jours. Donc, c'est pas étonnant que les joueurs du jeu aussi, lorsqu'ils tirent un élément ou des éléments ou ont des synchronicités, voient ces motifs par résonance comme ça se produire plusieurs fois dans le temps, quelques jours après. Oui, ça n'arrive pas forcément une seule fois, ça peut très bien se répéter en fait. Bien sûr. D'accord. Et pour ma part, j'ai une anecdote de quelqu'un qui m'a appelé, parce que d'ailleurs, qui avait d'abord contacté Romuald et qui demandait si c'était possible de choper, entre guillemets, la synchronicité de quelqu'un d'autre. Et c'était son cas. Il avait joué en famille avec sa sœur. Et c'est lui qui, le lendemain, s'est surpris à se retrouver face à la synchronicité de sa sœur. Et il trouvait ça dingue. Mais c'est normal. Enfin, voilà. Oui, le fait de jouer à plusieurs, ça peut, voilà, il y a un lien qui se crée quand même intime entre les participants, quoi. Alors, j'ai une question de OnePlus 7 Pro. Donc, bonsoir, j'ai le jeu, mais n'ai pas encore réussi à provoquer de synchronicité. Ne faut-il pas être en état modifié de conscience pour réussir? Alors, il faut surtout lâcher prise. C'est pour ça que je dis aux gens, mettez un timing. Ça, c'était Ernesto qui m'avait expliqué ça. Pourquoi on met un timing? Parce que bien souvent, les gens, quand ils arrivent au bout du timing, ils me disent, j'ai pas eu ma synchronicité. Alors, qu'est-ce que je dis aux gens? Je leur dis, recommencez une autre expérience. Souvent, on me rappelle 10 minutes, ou voire le lendemain ou plus tard, en me disant, tiens, c'est marrant, j'ai eu ma synchronicité à partir du moment où, pourtant, au niveau du timing, c'était fini. Pourquoi? C'est très simple. Quand votre timing il est dépassé, vous lâchez prise, parce que vous dites que l'expérience n'a pas marché. En fait, il faut avoir, pour percevoir les synchronicités, moi je dis notez, faites un cahier de jeu, notez les éléments que vous tirez, mettez un timing. Après, vous refermez votre cahier, vous savez ce que vous avez entre guillemets à rechercher et vous n'y pensez plus. Parce que si vous êtes focal, ce ne sont pas des synchronicités. Si vous êtes trop focal, vous n'allez pas avoir de synchronicité. Mais il ne faut pas non plus l'oublier complètement, parce que sinon, vous n'aurez pas de synchronicité non plus. Alors, il faut trouver le juste milieu de ce que j'appelle l'attention flottante, qui permettent de savoir qu'on cherche quelque chose tout en oubliant. C'est un peu compliqué, mais la meilleure des choses à faire, en fait, c'est de lâcher prise. Et si une expérience n'a pas marché, il faut recommencer. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est cognitif, c'est-à-dire c'est notre conscience, c'est lié aussi à des mécanismes cognitifs de notre cerveau, de surattention et tout ça. Et donc, à un moment, il faut avoir la capacité de se dire qu'il faut aussi s'entraîner. C'est comme un sport, c'est comme aller à la salle de sport. Vous n'allez pas être musclé comme ça du jour au lendemain. Il faut pratiquer, il y a des échecs, des fois c'est dur, des fois on pleure en sortant de la salle de sport, on n'a pas envie d'y retourner. Là, c'est pareil, en fait, c'est exactement la même chose. Peut-être qu'on pleure un petit peu moins en jouant Synchronicity. Sinon, moi, je me suis fait piéger personnellement. Je suis actuellement ici au Pays Basque. Je suis invité par une amie que je remercie. Et puis, je me suis dit, tant que je suis ici et le décor est super, je vais faire un tirage et je vais le filmer. Donc, l'idée, c'était de montrer, et ça va sortir, hein, ça y est, ça sort demain ou après-demain. Ce sera sur la chaîne Synchronicity Facebook. Vous allez voir, suivez-nous, likez, enfin bref. Et je fais un tirage, je le filme et je tire l'arbre. Je ne vais pas raconter, mais ce qui est important, c'est que je tire le sanglier. Et je pars me balader dans le Pays Basque et j'arrive à Espelette. L'arbre, c'était bon, j'avais trouvé un truc qui était assez sympa. Et puis là, je me dis, je sens au fond de moi que je suis en train de tricher. Je le sens que je suis pas hyper dans le lâcher prise. Je me dis, il faut que je le trouve. Je suis quand même là. Je vais montrer aux internautes, ça va marcher, ça va faire vendre des jeux. Le truc con, quoi. On se fait directement piéger. Et en effet, qu'est-ce que je fais? Je passe devant une charcuterie Espelette où il y a des cochons, puisqu'ils font des jambons. Donc je me dis, des cochons comme ça dans la boue, ça ressemble assez fort à mon sanglier, hein, qu'on a montré tout à l'heure. Donc je rentre dans la charcuterie, je filme, coucou, merci, j'ai trouvé la synchronicité, je sors, et au fond de moi, je me dis, si je raconte ça à Romuald, il va m'engueuler. Mais je dis, c'est pas grave, ça va passer, je vais faire ça au montage, ça va aller. J'ai réussi. Et du coup, je lâche. Je pars, je vais prendre un petit tonic, je suis peinard, mais au fond de moi, je le sais, parce que
j'ai quand même créé un peu le jeu, donc je connais. Hein. Il y a un truc au fond de moi qui me fait « gamin, ça ne va pas marcher ». Et je repars vers la voiture, et là, je m'arrête. Mais je m'arrête comme ça, je prends ma respiration devant un magasin, il y a un tourniquet avec des pluches, et la pluche qui est face à moi, c'est un sanglier. Alors des pluches, des petites pluches pour les animaux en sanglier. Si quelqu'un peut m'en trouver une, qui me dise, hein, parce que normalement les mômes, ils n'achètent pas des pluches en sanglier, ils ont des petits lapins, des petits trucs. Et moi, ma fille, si je lui ramène une peluche en sanglier, elle ne dort pas avec, c'est pas son doudou. Hein. Il faut être au Pays Basque pour tomber sur une peluche en sanglier. Et elle était faite là, et là je me suis dit, je me suis fait avoir. Je l'ai filmé, je raconte tout, ça sort demain ou après-demain. Donc, ouais, pas de mental et un vrai lâcher-prise. Et puis, être jouer, quoi. C'est vraiment ça, jouer, sans vouloir dominer. Et comme le dit très bien Romuald, je l'écris dans le bouquin, c'est une salle d'entraînement. Quand on joue à Synchronicity, en fait, on s'entraîne. Voilà. Alors, on a une question de Christian. Est-ce que le Ah, il y a sens... quelqu'un, je viens de voir quelqu'un qui a écrit « J'ai une peluche en sanglier. Je veux que cette dame m'envoie une photo. » C'est pas possible, j'y crois pas. Elle vient du Pays Basque. Bon, ben voilà, envoie de photos alors. Donc, je reviens sur la question de Christian. Parce que tout à l'heure, Romuald, tu parlais que ta sœur avait tiré une seule carte, la carte de l'écureuil. Christian pose la question, alors je ne sais pas si Christian c'est lié, mais moi ça me fait penser à ça. Est-ce que le sens donné à une synchronicité lorsqu'elle se produit est aussi basé sur les deux images tirées? Alors, ce qui est intéressant souvent, c'est il y a ce mécanisme d'hybridation des deux motifs qui peut se produire ou pas. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez aussi avoir une synchronicité avec un seul des deux motifs qui a été tiré, mais suffisamment forte pour vous surprendre à chaque fois et provoquer chez vous cette émotion qui permet d'influer en fait du futur vers le passé. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a ensuite cet effet de résonance et il y a encore un troisième effet qui est, à mon avis, le plus intéressant, c'est que les résonances, les répliques de ces synchronicités ont du sens par rapport à l'intention qui a été émise au moment du tirage, en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir des synchronicités liées à ce que vous avez tiré, mais en plus, il y a un surcroît d'informations qui vient non seulement valider parce que ça a du sens par rapport à votre intention, et ça vous invite à poursuivre. En fait, les synchronicités, il faut les imaginer un petit peu comme des petits cailloux, du petit pousset que vous vous donnez à vous-même à partir du futur. C'est-à-dire que ce sont des balises qui vous guident vers une destination qui est liée, cette destination est liée à votre intention de départ, en fait. J'espère que j'ai été clair. Pour moi, c'est clair. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a beaucoup discuté là-dessus, Romuald et moi. Les cartes ont parfois plusieurs dessins imbriqués les uns dans les autres. On a par exemple l'araignée, et l'araignée, elle tisse sa toile sur un jeu de viking, sur des hexagrammes. Alors on ne le voit pas directement, mais ça a été un des choix qu'on a voulu, c'est qu'il n'y a aucune explication. J'essaie de trouver une carte, je ne trouve pas. Alors le cerf, il n'a pas autre chose, mais on pouvait le trouver. L'araignée a un double sujet. Le rat, il a des pièces d'or aussi. Parce qu'il y a aussi le rat, c'est quelqu'un qui est avare. Donc moi, j'ai voulu jouer sur des choses très subtiles qui permettent à chaque personne d'avoir son interprétation. Romuald et moi, on n'a absolument pas voulu être les chantres des synchronicités. Il n'y a pas de label. On n'a pas un label, quoi. C'est pas. Donc, c'est amusant parce que cette carte de l'araignée avec l'hexagramme, j'ai quelqu'un qui m'avait dit justement qu'elle avait tiré cette carte et que ce qui lui était apparu, ce n'était pas l'araignée, c'était l'hexagramme et qu'elle était tombée sur un hexagramme du viking après. Et c'est ça où c'est amusant. Comment vous allez interpréter la carte et quelle est l'émotion que vous allez mettre sur la carte? Parce que si vous voyez l'araignée, vous avez peur de l'araignée, automatiquement par rapport à votre projet, tout cet inconscient va travailler avec la peur, avec un sentiment qu'il va falloir travailler. Et donc, c'est l'émotion sur le projet et sur la synchronicité. Et ça, pour moi, et je pense que Romuald peut confirmer, nous avons voulu conjointement que ce soit libre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'est pas indiqué sur la carte araignée, l'araignée ou le soleil, le soleil. Voyez ce que vous ressentez. C'est ça qui est important. Interprétez. Alors, j'essaie de trouver la carte de l'araignée, mais bon, il faut que je fasse le tri dans mes cartes. Comme quoi, on voit que c'est du direct parce que j'aurais pu le prévoir. Et voilà.
Oui. Alors, on a une autre question de François et Sandra. Lorsque l'on émet une intention, par exemple, acheter un vélo avec un délai de réalisation de 7 jours avant d'avoir tiré 2 cartes symboles animaux et que dans la semaine qui suit, on ne voit rien se référant aux cartes tirées. Cela signifie-t-il que l'univers ne nous a pas répondu et que l'achat d'un vélo n'est pas une bonne idée? Je ne suis pas sûr que… je pense qu'il faut quand même aussi bien travailler son intention. L'intention, c'est super important. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on désire. Les choses qui sont quand même, les intentions qui sont liées à des choses purement matérielles, j'ai déjà remarqué que ça marchait quand même un peu moins bien. Pourquoi? Parce que c'est quand même un travail de conscience qu'on demande ici. Donc, si vous avez des intentions qui sont plus dirigées pour le bien-être collectif, mais aussi des autres, des choses qui sont avec un petit peu plus d'empathie que d'acheter un vélo ou une Porsche ou un Falcon 7X, forcément, ça a, à mon sens, plus de force. Ça a plus de force aussi quand les intentions sont liées à plus grand que soi ou plus petit que soi. Plus grand, c'est l'environnement dans lequel on vit, c'est son système familial, c'est son système social, les gens avec qui, ses amis, les gens du travail aussi, pourquoi pas. Et quand on a un petit peu des intentions qui englobent de façon empathique un petit peu tout cet univers, ça a plus de force. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais je pense qu'à un moment, on se cale aussi sur des fréquences informationnelles qui sont plus vastes que notre simple petit ego, et ça a beaucoup plus de force dans la réalisation. Donc, de l'éthique, de la compassion, tout ça, ça doit aussi rentrer en ligne de compte dans le choix de vos intentions, quoi. Moi, je suis entièrement d'accord, si je peux me permettre, avec Romuald, et je dirais que dans mon expérience de ce que j'ai vécu avant de rencontrer Romuald, j'avais plein de synchronicités que je n'identifiais pas. C'est clair que pour moi, les synchronicités nous apportent des outils, mais ça ne nous apporte pas le concret. Ça nous apporte une vision, ou en tout cas des outils pour mieux nous diriger. C'est une boussole. Ça, c'est important. Moi, je vais en donner une que j'ai eue quand j'avais 20 ans. Je me suis dans un studio d'enregistrement. Il y a un gars qui vient, je dois quitter le studio parce qu'il va louer le studio d'enregistrement. C'était un personnage important, Jean Van Loo, le producteur de Born to Be Alive. C'est pas n'importe qui. Et je suis choqué parce que je dois virer, moi, je dois quitter le studio d'enregistrement. Et je me dis inconsciemment, un jour, j'aimerais travailler avec cet homme. Et ça reste juste une supputation que je fais. Il s'avère que quelques mois plus tard, une maison de disques m'appelle parce qu'il y a un producteur qui cherche un artiste. Ce sera lui. Et je vais travailler avec lui. Je ne sais pas si c'est une réelle synchronicité. Mais pour moi, ce genre de choses, en effet, lorsqu'on a des intentions qui sont d'élévation, même si là, il y avait une petite rancœur de ma part, je le reconnais, il y avait l'envie de fusionner avec quelqu'un, d'avoir un projet avec quelqu'un. Et je pense qu'à ce moment-là, les choses peuvent se mettre en place. Si je fais une synchronicité demain pour savoir si je vais acheter une nouvelle bagnole, personnellement, je ne le ferai même pas parce que là, je pense qu'on joue justement avec un pouvoir qu'on aimerait obtenir. Et il faut justement pas vouloir avoir un pouvoir surnaturel. Je crois en tout cas. Merci. Ouais, c'est-à-dire que cette magie, elle doit se faire quand même avec une certaine forme d'éthique, d'empathie, de compassion aussi d'humilité aussi. Ouais, d'humilité, bien sûr. C'est-à-dire de se dire, voilà, ça nous dépasse parce que dans cette idée qu'on va agir sur la réalité physique, donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On ne le fait pas que tout seul. C'est notre moi du futur qui renvoie une information, mais c'est pas que notre moi du futur. Il y a aussi ce soi dont parlait Jung, c'est-à-dire une partie de nous, mais qui nous dépasse, et qui englobe aussi une dimension collective. Le soi, c'est aussi la somme de toutes les consciences. Donc il y a quelque chose qui, je pense, qu'on doit faire de façon respectueuse, comme tout d'ailleurs, je pense, voilà, et c'est pareil pour ce protocole. Il y a une dimension rituelle aussi à ça, et vous savez, dans toutes les cultures que j'ai pu étudier, étudier, j'aime pas ce mot-là, parce que les gens avec qui j'ai travaillé, c'était pas des objets, les gens avec qui j'ai pu vivre des rituels, que ce soit dans la jungle ou ailleurs, c'est sacré. Voilà, c'est sacré, et il y a des petits rituels comme ça pour rentrer. On ne rentre pas comme ça n'importe comment. Il faut respecter en fait clairement les choses. Voilà. Alors, on a une autre question de Christophe. Oui, Christophe. Avez-vous une idée ou un protocole pour utiliser le jeu en entreprise? Format cohésion d'équipe, par exemple. Est-ce qu'on peut utiliser finalement le jeu tel qu'il est?
Oui, je pense. Après, il faut déterminer les objectifs de ce que les gens veulent faire en entreprise, bien évidemment. Je pense que ça, de toute façon, c'est un objet qui, à un moment, crée du collectif de conscience. C'est clair. C'est un jeu qui va, à un moment, créer des interrelations à plusieurs niveaux euh, d'un groupe. Il y a un groupe physique, des personnes qui sont là, mais déjà le travail de groupe que moi j'ai pu faire dans mes ateliers, je me suis rendu compte que déjà rien que le placement des gens dans l'espace crée déjà des synchronicités. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce phénomène de les gens, quand on les place simplement dans l'espace, vous vous rendez compte que souvent les gens qui sont l'un en face de l'autre ont la même problématique. Ceux qui sont juste l'un à côté de l'autre, alors qu'ils sont arrivés au hasard et qui ne se connaissent pas, ont le même destin ou la même vie. Donc c'est très intéressant de voir comment le jeu aussi peut révéler ça, bien sûr. Alors justement, dans les ateliers que vous avez pu déjà animer, quelle a été la synchronicité qui a été la plus incroyable? Enfin, du moins, voilà, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, quoi? Moi, je raconte souvent celle du métro à Lyon parce que c'était juste bluffant. D'ailleurs, cette personne a repris contact avec moi ces jours-ci et j'ai trouvé ça vraiment super parce que je l'avais perdu de vue. À un atelier, il y a une personne qui vient à Lyon et qui me dit, moi, je veux essayer vraiment de montrer que votre truc, ça fonctionne pas trop, machin, et tout ça, j'y crois pas. Et donc, je mets un timing d'une heure en sortant de l'atelier, je veux voir ma synchronicité. Et lui, il avait pris 2 cartes et sur une de ces 2 cartes, il y avait un dragon. À l'époque, on n'avait pas créé le jeu. C'était des cartes un peu qu'on avait récupérées sur différents jeux oracles. Et on avait un dragon avec une forme particulière et une couleur particulière. Cette personne, pour se souvenir de sa carte, elle l'a photographiée au téléphone portable avec le flash, ce qui a créé une tache de lumière en fait à côté du cou du dragon. Donc le monsieur s'en va, voilà, ça faisait, je pense, 45 minutes qu'il était sorti de l'atelier, mon téléphone sonne, et à ce moment-là, je regarde, il m'envoie une photographie d'un graphe fait dans le métro à Lyon, qui avait exactement la même forme, les mêmes couleurs que le dragon, et au niveau de la tête, on voyait une sphère blanche qui avait été peinte par le graphe il y a peut-être des années ou des mois ou des semaines et qui correspondait parfaitement à la lumière blanche ronde du flash qui avait réverbéré sur la carte. C'est assez vertigineux parce qu'on se dit depuis quand ce graphe était dans le métro, qui l'a peint, sous quelle influence, sous quelle inspiration et pourquoi à un moment il y a cette synchronie parfaite entre une carte qui a été tirée par quelqu'un et le fait de constater ensuite dans la réalité que ce motif se retrouve dans un graphe qui a peut-être été dessiné, peint 6 mois, 2 ans, 10 ans avant, pourquoi pas, on ne sait pas. Donc la construction de cette réalité, de cet événement, se construit à la fois dans le passé, mais en même temps par des détours dans le futur. Mais c'est comme ça que se crée la réalité, en fait. C'est ça qu'on découvre aujourd'hui en termes de physique. Et c'est ça qui est absolument vertigineux quand on pense au mécanisme de création des synchronicités. Merci Romuald Philippe. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur un exemple qui t'a vraiment profondément marqué ou plutôt même incroyable, quoi? Quelque chose que tu as dit, c'est Oui, pas il y possible. en a un ou deux très courts. Après, je vais faire une petite parenthèse parce que je vois de temps en temps les petits commentaires qui passent. Et j'ai une dame qui s'est excusée. Probablement, c'est la dame qui s'excuse, peut-être parce c'est elle qui a eu son attention sur le vélo. Alors, il ne faut surtout pas s'excuser parce qu'on est en droit de tenter, on est en droit d'essayer. Et surtout pas d'excuses, pas de lamentation. Restons ouverts et bienveillants tous les uns avec les autres. Moi, le seul truc ici, je ne veux pas d'excuses. Il n'y a pas d'erreur. On ne fait pas d'erreur quand on tente quelque chose. C'est juste pas un jeu de voyance. Voilà. Alors moi, personnellement, il y a un truc qui était surprenant, c'est que j'écrivais il y a quelques années un bouquin qui s'appelle L'Anacolute, encore un nom particulier, et je suis pris dans mon livre, et j'arrive à Tournai, en Belgique, et je rentre dans une librairie où j'accompagne quelqu'un, j'adore les livres, et je prends un livre au hasard parmi les 6000 livres qui sont là, j'ouvre une page, et le premier mot sur lequel je tombe, c'est Anacolute. Et ça, c'était vraiment un appel comme quoi, ouais, il fallait faire quelque chose. Ça m'a hyper surpris. C'était pas dans le cadre d'un atelier, c'était personnel, mais j'ai eu personnellement en tant qu'artiste ma vie jalonnée d'intuition comme ça. C'est pour ça que j'essaie de ne pas être dans le mental et de plus laisser penser le cœur, entre guillemets, c'est-à-dire lâcher prise et faire confiance à ce monde invisible qui est face à nous et qui nous attire, qui essaye certainement de nous donner le meilleur de nous-mêmes. Il essaye de nous apporter le meilleur. Ça, je suis persuadé. Il n'y a pas en face de nous quelque chose qui nous veut, entre guillemets, le pire. Donc, peut-être que si on y va de temps en temps avec la confiance, sans le mental,
moi, j'ai vécu des choses magiques. Et ce moment, d'ailleurs, ici, il est magique. Merci. Merci. Alors, j'ai une autre question dans le public. Alors, que la synchronicité se produit, j'en témoigne, mais par contre, je m'interroge sur la réponse. Je veux dire le sens des cartes tirées. Lorsqu'on pose une question, ces cartes sont-elles à interpréter comme on le fait avec un oracle? C'est ce que je fais, mais je me rends compte que dans ce cas, j'y réfléchis trop. Je les mentalise car j'essaie de comprendre le sens de la carte. La dernière fois, j'ai été prise à ce piège de comprendre enfin, je pense, et au lieu d'apparaître en 2 jours, j'ai attendu plus de 10 jours. Est-ce que c'est une leçon de l'univers? Et ça dépend comment on veut pratiquer, en fait. Il y a des fois, en fait, des gens, lorsqu'ils commencent, et ça, on a vu ça aussi en atelier, au moment où je dirais presque même, quand on dit que la partie a commencé dans le futur, c'est juste, mais elle va même redescendre jusque dans le passé, avant même que des gens ont acheté le jeu. Souvent, vous avez des gens, ils commencent la première partie, ils prennent une carte, et là, ils disent, ah, c'est pas possible. Le symbole qu'ils tirent, c'est déjà un symbole qui est récurrent pour eux ou qui a déjà du sens au moment où ils le tirent. On a déjà eu ça en atelier. Hein. Les gens, toute la matinée, c'est un atelier théorique sur le temps, l'espace, tout ça. Et puis, il y a ce moment où les gens arrivent à tirer, c'est le moment de tirer une carte aléatoire, et là les gens ils disent waouh, c'est incroyable, ça, c'est un motif que je vois et qui me suit depuis déjà plusieurs jours et tout ça. C'est normal parce qu'en fait, l'atelier, comme le jeu active avant du futur, descend même jusque dans le passé. Donc, c'est comme on veut en fait. On ne peut pas s'interdire quelque part de se dire est-ce que je ne dois pas lire les cartes ou pas. Je pense qu'on peut faire les deux. Après, il faut faire la part des choses, de prendre le sens, l'interpréter, et puis de laisser cet indéterminisme, cette flexibilité au temps et à l'espace pour permettre la manifestation en fait de la synchronicité. Moi, je sais qu'à la fin de mon protocole, ça a duré 2 ans. J'ai mené ça seul. Au début, il fallait quand même un certain temps pour que ça se manifeste. Les dernières synchronicités que j'ai créées se manifestaient 10 minutes après le tirage aléatoire. Voilà. Donc, grâce à cet entraînement cognitif, au final, vous finissez par arriver à un point que je recherche au niveau du collectif. Vous arrivez à un point où, tac, il n'y a plus de séparation sujet-objet. Il n'y a plus de différence entre votre expérience et la réalité physique. C'est une expérience qui vous englobe de façon globale. C'est comme, je pourrais dire à un moment, une sorte d'éveil en fait, où vous comprenez que vous n'êtes pas que ce corps, vous n'êtes pas que ce cerveau et que votre conscience, elle est diffuse dans toute la réalité. Et là, je témoigne en effet, depuis que je connais Romuald, ça fait 3 ans maintenant, je m'entraîne et c'est de plus en plus rapide. Oui. Oui, c'est complètement un éveil, comme tu dis, Romuald, en fait. Un éveil de la conscience, quoi. Alors, on a une question de Najib. Romuald, que penses-tu de la dernière découverte sur les boucles temporelles et que tu as d'ailleurs relayée sur ta page Facebook? Ou plutôt la confirmation de l'existence des boucles temporelles. Alors, ces boucles temporelles, pendant des années, les physiciens disaient c'est pas possible. Elles ne peuvent pas exister parce que ce sont des paradoxes. Et souvent, les physiciens, les scientifiques, les hommes de science dont je fais partie, quand on ne comprend pas un truc, on dit ce n'est pas possible, c'est un paradoxe. Alors, pendant des années, le paradoxe du grand-père, c'est je ne peux pas prendre une machine à voyager dans le temps et aller flinguer mon grand-père dans le passé parce que sinon, je ne peux pas naître de ma mère qui était la fille de mon grand-père et donc la boucle est bouclée. Si je tue mon grand-père, je ne peux pas le faire puisque sinon, je ne peux pas naître et donc je ne peux pas aller le tuer. OK. Sauf qu'on s'est rendu compte quand même depuis un certain temps que ces boucles de rétrocausalité, ces boucles temporelles, là, dans le cadre du paradoxe, elles étaient toujours vues sous un angle négatif. Or, ces boucles temporelles, elles peuvent être créatrices, à partir de rien. Je vous prends l'exemple d'une machine à voyager dans le temps. On sait que la physique peut la permettre. Donc, on peut imaginer très bien que toc-toc, ça va toquer à ma porte ici. Je m'amène de moi-même du futur les plans de la machine à voyager dans le temps, je construis cette machine, mais la condition sine qua non, c'est que je me rapporte les plans à moi-même du futur vers le passé. Comment elle apparaît la connaissance de construire cette machine à voyager dans le temps? Elle apparaît à partir de rien, si ce n'est entre deux temps et 2 espaces différents, c'est-à-dire entre le futur et le passé. Or, les boucles temporelles cognitives qu'on crée avec les synchronicités, mais aussi avec d'autres dispositifs sur lesquels je travaille depuis plusieurs années, montrent que c'était déjà possible. Eh bien, justement, la physique, les physiciens viennent de se rendre compte
que c'est possible au final, que ce n'était pas uniquement que des paradoxes, et donc que les boucles temporelles peuvent exister. Et ça, c'est extraordinaire. Ça apporte bien sûr une validation à mon travail, mais ça va ouvrir des champs d'investigation absolument nouveaux dans le domaine de la logique, des mathématiques, de la physique et bien sûr aussi dans les sciences humaines. Merci Romuald. Alors, juste pour revenir sur le jeu, parce qu'on on approche de l'heure, qu'est-ce que finalement vous préconiseriez pour quelqu'un qui n'a pas encore acheté le jeu, ou du moins qui l'a mais qui n'a pas encore commencé à jouer. Qu'est-ce que voilà, vous voulez préconiser tout de suite à quelqu'un qui va découvrir ce jeu demain ou ce soir? Alors, si je vais essayer de répondre à nouveau, et puis je pense que Romuald va compléter. Moi, je dirais de le faire à l'intuition. Et je vais donner un très bel exemple qui m'est arrivé. J'ai une amie qui a acheté le coffret, et le coffret est arrivé, et elle m'appelle, Messenger, machin, et elle me dit, voilà, le coffret est là, je suis content. Et elle a une amie qu'elle vient d'inviter à manger avec elle ce soir-là. Et cette amie est dans un état d'euphorie, et elle décide, elle, d'ouvrir le paquet, alors que la première copine, elle sort de sa journée de boulot, elle est fatiguée, et elle voulait me dire, voilà, il est arrivé, et puis c'est bon, je vais manger avec ma copine. J'ai foiré leur soirée, parce que l'autre s'est emparé du coffret, et elle l'a fait comme certaines personnes le font, à l'intuition. Elle a ouvert, elle a regardé, et elle a tiré une carte, comme ça. Elle n'a pas réfléchi. Et cette carte, j'ai vu la tête de cette fille changer, je ne la connaissais pas. Et elle m'a montré la carte. Je n'avais pas compris, c'était un crocodile. Je dis, ok, oui, elle a le crocodile. Et elle me dit, mais c'est incroyable. Donc, elle n'a pas regardé. Qu'est-ce qui se passait? C'est qu'elle était en train de se poser une question sur son avenir professionnel, car elle était en possibilité de travailler, de collaborer, voire de racheter une société qui s'appelle Croc-Odile. Les crocs d'Odile dans le domaine dentaire. Donc cette fille a été sciée, elle a été surprise. Du coup, on a passé la soirée à discuter sur le projet et sur le jeu. Donc qu'est-ce que moi je dirais? Les personnes qui ont besoin, quand vous achetez, il y a certains parmi nous qui vont acheter une machine à laver et qui vont se taper le mode d'emploi. D'autres, ils vont appuyer sur tous les boutons. Faites comme vous faites. Faites comme vous êtes. Jetez les cartes en l'air si vous avez envie. Lisez les 200 pages, parce que le bouquin qui est là, vous pouvez aussi l'emmener sans les cartes et lire. Et il y a des choses qui vont émerger. Vous allez voir des histoires, des anecdotes. Faites comme vous le sentez. Plus vous allez vouloir cadrer et être justement dans « je dois lire tel et tel truc et je dois faire comme ça », le premier pas c'est ça, le deuxième pas, je pense qu'à ce moment-là, l'univers ne va pas nécessairement répondre. Mais vous pouvez très bien, si c'est votre nature et dans votre nature, prendre, lire le mode d'emploi et le faire à votre guise. Mais ne changez pas votre nature. C'est ça qui est important. Et là, à ce moment-là, vous allez vous amuser. Enfin, je pense. Je ne sais pas ce que Romuald pense de mon approche, mais ouais. Oui, oui, complètement. Il faut garder de la spontanéité, tout simplement. Il faut être spontané. Il faut avoir aussi envie de faire comme on le sent. Et puis, de toute façon, moi, je dirais que ces expériences, il faut prendre toujours du recul aussi, hein. Il faut être bien ancré aussi. Moi, je m'appelle Le Terrier, c'est pas pour rien, je le dis souvent. Et je suis très, très ancré. J'ai la tête dans les étoiles, bien sûr, mais je suis très terre à terre aussi au final. Et ces expériences, ben, elles me font sourire. Je les trouve absolument extraordinaires. C'est vraiment des clins d'œil du réel, en fait, des clins d'œil de ce que nous sommes à un plus vaste niveau. Et à chaque fois, moi, ça me met en joie. Voilà. Et c'est pour ça que des fois, mais je suis très surpris. Il y en a qui sont sur mon mur, là, qui ont partagé des synchronicités faites avec Synchronicity, qui sont juste à tomber par terre et d'une improbabilité totale. Et quand je vois ça, moi, ça me provoque de la joie. Voilà. Il faut rester dans la joie, dans la légèreté et jamais, jamais, jamais rentrer dans le drame. Parce que vous avez des gens qui euh, bloque sur les heures miroirs, sur les machins, sur les trucs. Mais c'est pas ça une synchronicité. Ça, c'est de la focalisation de l'intention. C'est-à-dire que vous êtes focal sur un truc. Il faut faire attention parce que des fois, ça peut aussi devenir pathologique. Vous avez ce film avec Jim Carrey qui s'appelle le chiffre, le nombre 23, où à la fin, le type, il devient dingue parce qu'il voit ce symbole partout se consteller autour de lui. Mais c'est lui qui fabrique cette expérience après. Donc, c'est pour ça, restez léger, ne jamais rentrer dans le drame de ces expériences parce qu'il n'y a pas du tout de drame. Elles ne sont pas dramatiques. Au contraire, c'est toujours
toujours des clins d'œil fleuris de soi-même à soi-même sur des temporalités différentes et de soi-même avec l'univers. Et voilà, ça c'est pour moi le fondamental. C'est vraiment une Oui, question de et à mental. force de pratiquer, je pense, à force de pratiquer, on va se sentir de plus en plus léger et on va commencer à ressentir cette magie qui nous appelle. Mais à nouveau, et ça j'insiste comme Romuald, ne dramatisez pas. C'est-à-dire si à un moment donné, votre intention c'est de quitter votre boulot et que vous avez une synchronicité, tapez pas sur votre boss. C'est pas utile. Je dirais, il y a moyen de faire les choses autrement. Restez léger. C'est plutôt dans les choses positives que les synchronicités vont surgir. Ça, c'est certain. C'est un jeu cosmique, certes, mais je le rappelle, c'est un jeu. Avant tout. Merci à tous les deux en fait pour ce live. On a eu de la chance d'avoir plein de questions, c'est vivant, ça fait du bien. Et comme tu dis Romuald, voilà, avec le temps, l'été, cette canicule entre guillemets, bon voilà, ça fait du bien d'avoir autant de partage. Alors juste Romuald, juste pour faire un petit teasing, Phénomène va sortir donc fin août, le 25. Exact. Et nous avons d'ailleurs un live qui est prévu le 1er septembre. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit teasing sur Phénomène? Phénomène est un ouvrage collectif qui a été initié par mon ami le docteur en sociologie Laurent Kasprowicz. C'est lui qui a porté à bout de bras ce projet, qui est un projet assez extraordinaire, préfacé par Bertrand Meeus. Donc quand même, Bertrand Meeus, l'un des plus grands philosophes contemporains, à mon sens, du travail qu'il a fait justement entre le paranormal, mais aussi ces fameuses consciences dont on parle tant. On a une très belle postface aussi de Jocelyn. Et puis, on a surtout des textes fondateurs d'auteurs internationaux, souvent pas traduits en France, comme Patrick Harpour, par exemple, qui a vraiment fait un texte très, très fort. L'idée du livre, elle est simple. Le sous-titre, c'est « Et si notre réalité était un rêve ?» C'est de montrer, en fait, qu'à travers l'étude des phénomènes paranormaux, que ce soit OVNI, poltergeist, EMI, c'est de montrer que la réalité physique est en fait psychique. Voilà. Et qu'il y a des gardiens de cette réalité, comme l'archétype du trickster, tout un ensemble de... Voilà, on parle aussi du petit peuple dans ce livre. En fait, c'est un livre vraiment pluridisciplinaire à de nombreux niveaux, mais je pense qu'il va faire date dans le courant de pensée qui est en train de se développer pour justement mieux comprendre notre rapport au réel. Et je suis très, très, très fier d'avoir participé à ce projet, de l'avoir porté aussi. Et moi, j'ai un chapitre entier où je parle des synchronicités volontaires parce que déjà, ça montre aussi cette interaction entre la réalité physique et notre conscience et de montrer qu'en fait, tout est psychique, tout est psychique, en fait. Voilà. Bon, du coup, voilà, 25 août, la sortie de Phénomène et le live le 1er septembre. Donc, voilà, juste à la rentrée. Philippe Romuald, merci encore pour ce live. Je remontre encore une fois la boîte du jeu, mais je pense que le mieux, c'est de l'avoir en vrai. Donc, voilà, n'hésitons plus, quoi. Juste remercier aussi l'éditeur qui nous a suivis sur les choix éditoriaux, qu'on a voulu un beau coffret de grandes dimensions. Voilà, on ne voulait pas un tout petit jeu de cartes, on voulait quelque chose qui soit vraiment un jeu. Voilà. Et là-dessus, les éditions Guitre et Daniel ont vraiment été super top à l'écoute. Et merci aussi beaucoup à Virginie Hamelin qui a porté énormément ce projet, bien sûr aussi. Super, et je rejoins Romuald sur ces remerciements et en même temps, je rajoute que moi, je remercie la Villa parce que je suis dans le Pays Basque, il n'y a quasi pas de réseau et ça fait 1 heure qu'il y a du réseau ici. Donc, merci. Jusqu'à 19h30, on n'était pas sûr que je puisse être là. Et puis voilà, ça s'est passé. Génial. Parfait. Alors, merci à tous nos adhérents comme d'habitude pour votre présence. Alors, n'oubliez pas donc le réseau social qui est ouvert aux adhérents. D'ailleurs, Romuald, tu vas en faire partie, donc c'est super, merci. N'oubliez pas aussi le mag qui va sortir, donc à regarder voilà, avec les différentes vidéos. Et puis, donc, on se donne rendez-vous pour les prochains lives le 25 août sur le sujet OVNI. Et puis, il s'en suivra donc Phénomène, dont on vient de parler avec Romuald. Et puis, en attendant, je vous remercie tous pour ce beau partage, pour ce beau moment rempli de plein d'émotions, de sourires et d'amour. Ça fait du bien. Et puis, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances. Bon courage pour ceux qui travaillent, mais les vacances arriveront peut-être en septembre. Alors, bonne fin de journée à tous. Et encore merci. Merci beaucoup. À bientôt, les amis. Au revoir. À bientôt.